Bonjour, nouvelle vidéo de l'informateur. Aujourd'hui je vais vous parler d'informatique, de culture, de copyright et de copyleft. Alors, avant de commencer, une petite notion sur les copyrights. Vous savez que tout ce que vous utilisez est géré par des droits d'auteur. Je parle bien sûr en informatique. Windows est sous copyright, vous pouvez pas voir ce qu'il y a dedans. Vous n'avez pas accès à l'antre de la bête. macOS est sous copyright, toujours pas accès à l'antre de la bête. Android, même s'il est basé sous Linux, est sous copyright, etc., etc., etc. Donc le copyright, souvent indiqué par le symbole C entouré d'un cercle, est dans les pays du common law. Donc common law, c'est les lois du Royaume-Uni. L'ensemble des prérogatives exclusives dont dispose une personne physique ou morale sur une œuvre de l'esprit original. Il désigne donc un ensemble de lois en application, notamment dans les pays du Commonwealth et aux États-Unis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez Windows sur votre machine, macOS, Android, iOS, etc., etc., on vous accorde un droit d'utilisation. Vous n'avez aucun droit de modification. Vous avez peut-être un droit de réparation, mais c'est limité. Et bien sûr, ça amène des lois. Si vous contrevenez à ces lois, vous pouvez être puni. Si par exemple vous piratez Windows, vous pouvez être puni. Vous piratez macOS, vous êtes puni. Vous piratez Android, non, parce qu'il est plus ou moins diffusé librement. Voilà. Il faut savoir aussi que ce copyright, je fais une petite parenthèse, ne s'adapte pas, n'est pas que pour l'informatique, il est aussi pour la musique, il est aussi pour les films. Vous achetez un CD de musique, vous êtes propriétaire du CD, de l'objet, mais vous n'êtes pas propriétaire de son contenu. C'est-à-dire, la seule chose que vous avez à vous, en gros, c'est la boîte, en plastique, transparente. La pochette est sous copyright, le CD est sous copyright, et la musique qui est dessus est sous copyright. Idem pour les films. Les films, vous êtes propriétaire de la boîte en plastique, du DVD, du Blu-ray que vous avez. Si vous piratez un film, vous pouvez être puni. Piratez de la musique, vous pouvez être puni. Donc en gros, on vous octroie un droit d'écoute, de regard. C'est tout. Voilà. Donc là encore, on va dire, c'est pas trop gênant, vous me direz, mais ça pose problème surtout au niveau du numérique. Toujours l'exemple, je pourrais vous retrouver l'article, mais bon, ça on en discutera plus tard, de ce genre de choses. Des aberrations, on va dire, du numérique, surtout au niveau du copyright, c'est-à-dire que, je prends l'exemple d'une grande enseigne américaine, qui commence par un A, Amazon pour ne pas la citer, qui a une boutique en ligne de livres, de e-book. Eux ils appellent ça des Kindle, mais bon c'est pas grave, c'est le format d'Amazon. D'ailleurs eux ils ont créé leur propre format. Bref, imaginez, vous avez un appareil qui vous permet d'acheter des livres numériques sur Amazon. Super. Vous achetez un livre, vous le lisez et vous le gardez dans votre Kindle, dans votre appareil qui est connecté sur la boutique d'Amazon. Mais voilà que Amazon décide de retirer le livre de la vente, ou de retirer le livre tout court. D'accord. C'est arrivé avec, je crois que c'est 1984 de George Orwell. Le livre a été retiré. Les gens qui l'avaient acheté n'ont pas été remboursés. Et ils n'avaient pas leur mot à dire. C'est du copyright. Voilà. Donc évidemment, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce genre de pratique. Et quand on n'est pas d'accord avec ce genre de pratique, on devient un hacker. Donc le hacker, alors il y a deux formes, il y a la sous-culture et il y a le hacker, on va dire sécurité informatique. Donc le hacker est quelqu'un qui hack ou construit un hack. Le terme apparaît en 1959 dans le jargon du TMRC, une association d'étudiants du Massachusetts, du MIT,
Donc en fait, en gros, les hackers sont considérés comme des personnes qui refusent les copyrights. D'où l'idée de copyleft. Copyright, ça veut dire droit à la copie. C'est un peu aberrant comme terme, mais c'est comme ça. Et copyleft, bah, c'est laisser la copie. Voilà, tout simplement. Et donc là, maintenant, je vais basculer vers le logiciel libre. Et maintenant, on va parler d'un monsieur qui s'appelle... Alors attendez, d'abord, donc hacker aussi en sécurité informatique. Donc le terme hacker, franchisé hacker ou hackeuse, désigne une personne qui recherche les moyens de contourner les protections logicielles matérielles. Il agit par curiosité, la recherche de la gloire, conscience politique, contre-rémunération ou par vengeance ou malveillance. Voilà. Donc en fait, toutes les personnes qui sont contre les lois établies, on va dire, du copyright, sont toujours considérées comme des pirates, des hackers, etc., etc. Donc là, on va passer à Monsieur Stallman. Monsieur Stallman, c'est lui. Richard Stallman est un programmeur. Programmeur qui a commencé de bonne heure. Bon bref, voilà, je vous passe les détails. Je lis pas tous les textes, hein, je vous mettrai les liens sous la vidéo. Si vous voulez aller plus loin, je vous laisserai lire, parce que sinon ça va me faire 3 heures de vidéo et j'ai pas trop envie. Donc en fait, Richard Stallman est l'initiateur du mouvement du logiciel libre. Il lance en 1983 le projet GNU, on y reviendra tout à l'heure, et la licence publique générale GNU, connue aussi sous le sigle GPL, General Public License. Et il popularise le terme anglais copyleft. Voilà. Et donc, ce monsieur est programmeur depuis longtemps. Et il lui est arrivé des déboires qui lui a fait prendre conscience qu'il y avait un problème. Alors, en 1981, Stallman et certains autres hackers du AI Lab, donc ça doit être au MIT, ça je pense, se sont vus refuser l'accès au code source du logiciel d'une imprimante laser récemment installée, la Xerox 9700. Celui-ci est uniquement disponible sous la forme d'un binaire. Alors il faut savoir que les programmes informatiques peuvent être sous 2 formes. Sous code source, c'est-à-dire que vous avez les fichiers du programmeur en lui-même, voilà. Et après c'est à vous ou au programmeur de ce qu'on appelle compiler le code source pour qu'il devienne exécutable. On appelle ça un binaire. Voilà. Par exemple, quand vous téléchargez une application sous Windows pour l'installer, vous avez un binaire. Quand vous téléchargez un logiciel sous Linux, vous avez aussi le binaire. Mais vous pouvez aussi avoir le code source avec. Soit il est avec, soit vous pouvez l'avoir autrement, mais vous pouvez l'avoir. C'est dans la philosophie de la chose. Alors, Stallman avait modifié le pilote de l'imprimante laser précédente du laboratoire de manière qu'il envoie un message électronique, donc un mail, déjà à l'époque, donc ça c'était en 1980, à l'utilisateur lorsque son travail était imprimé, et qu'il envoie des messages à tous les utilisateurs connectés en attente d'impression si l'imprimante était bloquée. Ne pas pouvoir ajouter ces fonctionnalités à la nouvelle imprimante était un inconvénient majeur car l'imprimante était située à un étage différent de la plupart des utilisateurs. Ça veut dire qu'en fait, là, ce qui est arrivé dans ce truc-là, c'est que Stallman travaillait dans un bâtiment avec plusieurs étages, et que lui, par exemple, imaginons, il était au premier, et l'imprimante était au 6e, ou au 20e, je sais pas. Donc lui, ce qu'il a fait dans l'esprit hacker, il a modifié le pilote de l'imprimante pour l'améliorer. C'était pas pour de façon malveillante, mais c'était pour l'améliorer. Et ça a posé problème. Voilà la naissance du mouvement du logiciel libre. Cette expérience a convaincu Stallman de la nécessité pour les gens de pouvoir librement modifier le logiciel qu'ils utilisent. Donc évidemment, ça sous-entend qu'il faut avoir les compétences pour le faire. Tout le monde n'est pas compétent pour le faire. Je ne suis pas compétent pour le faire, je ne suis pas programmeur. Je ne suis pas un hacker, je suis simplement un technicien informatique. Il comprend que l'éthique du hacker est en train de disparaître et qu'il faut agir. C'est ce qui explique en partie la conception du projet GNU quelques mois plus tard, après un message publié sur Usenet. Usenet est un site, une espèce de forum aux États-Unis. Voilà.
On passe à la suite. Donc le projet GNU est un projet informatique dont les premiers développements ont été réalisés en janvier 1984 par Richard Stallman pour développer le système d'exploitation GNU. Alors, tout à l'heure, quand je vous parlais de Windows, quand je vous parlais de macOS, Android, iOS, etc., on appelle ça des systèmes d'exploitation. C'est-à-dire que vous allumez votre appareil, quel qu'il soit, ordinateur, téléphone, etc., et vous arrivez, donc vous avez un logo, etc., nanana, et vous arrivez sur le bureau. Et le bureau du système d'exploitation, avec les icônes des applications que vous utilisez le plus souvent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, il faut un logiciel pour pouvoir gérer l'affichage, les entrées au clavier, la souris si c'est un ordinateur, quoi qu'on peut en brancher une sur un téléphone aussi, le son, le micro, gérer les calculs, parce que par exemple, faudrait que j'essaie de vous trouver ça, ou vous donner un lien. Savoir ce qui se passe quand on appuie sur une touche au clavier. Parce que pour nous, c'est instantané. Mais vous appuyez sur une touche au clavier dans votre traitement de texte préféré, et ça apparaît quasiment instantanément. Mais entre le laps de temps où vous avez appuyé sur la touche et l'affichage à l'écran, il s'est passé énormément de choses. Voilà. Donc le programme est maintenu par une communauté de hackers, encore, organisée en sous-projets. Chaque brique du projet est un logiciel libre utilisable de par sa nature dans des projets tiers, mais dont la finalité est de s'inscrire dans une logique cohérente. Avec l'ensemble de sous-projets en vue de la réalisation d'un système d'exploitation complet et entièrement libre. Parce qu'il faut savoir qu'en 1984, Windows était pas encore celui-là, peut-être que la version 1 était sortie, mais il y avait donc l'ancêtre de Windows qui s'appelait MS-DOS, qui était propriété de Microsoft, donc non modifiable, non copiable. Il y avait Macintosh, la même chose. Donc en fait, tout l'informatique des années 80 tendait vers des choses copyrightées. Voilà. Je continue. C'est ainsi que la première version fonctionnelle du système GNU est construite en 1992 avec l'utilisation d'un noyau Linux, on y reviendra tout après, un projet développé indépendamment du projet GNU par Linus Torvalds. Mais si la rencontre GNU-Linux permet l'assemblage d'un système libre, le développement d'un micro-noyau reste aujourd'hui l'un des objectifs techniques du projet. Voilà. Alors, on va continuer. Je lis pas tout, encore une fois, je mettrai le lien. Donc ce monsieur Richard Stallman, il a créé ce qu'on appelle la FSF, la Free Software Foundation, littéralement la Fondation Logiciel Libre. Nom intensifié par surtraduction de nombreuses langues officiellement en français, Fondation pour le logiciel libre. Une organisation américaine à but non lucratif fondée par Richard Stallman le 4 octobre 1985, dont la mission est la promotion du logiciel libre et la défense des utilisateurs. Parce qu'évidemment, tout à l'heure je vous parlais de Windows, macOS, Android et compagnie, eux ce qu'ils veulent faire, c'est vendre du matériel, vendre du logiciel. La vie des utilisateurs, ils en ont un peu rien à faire. Eux ce qu'ils veulent, c'est un chiffre d'affaires conséquent. Voilà. Là par exemple, je viens de lire un article comme quoi il y a certaines versions de logiciels qui ne seront plus utilisables à partir d'une certaine version d'Android. Ça va rendre des personnes qui ont encore de vieux téléphones, ils vont être obligés d'en racheter un autre. Tout simplement. Parce qu'il faut bien se dire évidemment que les mises à jour ne sont plus là depuis très longtemps. Alors, la fondation est à l'origine des 4 règles fondatrices du logiciel libre. 1. La liberté d'exécuter le programme pour tout usage. La liberté 0. 2. La liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter à ses besoins. Liberté 1. Donc évidemment, encore une fois, il faut avoir les compétences. Pour ceci, l'accès au code source est une condition requise. La liberté de redistribuer des copies, donc d'aider son voisin. Liberté 2. La liberté d'améliorer le programme et de publier des améliorations pour en faire profiter toute la communauté. Liberté 3. Pour ceci, l'accès au code source est une condition requise. C'était un peu ce qui était marqué tout à l'heure. Mais donc, évidemment, il faut avoir les compétences
les libertés 2 et 4, eux ce qu'ils appellent la liberté 1 et la liberté 3. Mais bon, si on fait chronologiquement, c'est ça. Donc, il faut avoir les compétences pour ça. Mais vous pouvez très bien être libre tout en exécutant un système GNU Linux. Normalement, on dit GNU Linux. On ne dit pas Linux simplement. Linux est passé, on va dire, dans le langage courant. Ça va plus vite, quoi, en gros. Voilà. Donc il y a des protections légales parce qu'évidemment les défenseurs du copyright n'ont pas aimé. Hein. Donc la Free Software Foundation est un acteur majeur dans la communauté de logiciels libres et compte à ce jour plusieurs milliers d'adhérents à travers le monde. Elle soutient par ailleurs plusieurs projets en dehors du projet GNU. Fin 2018, la FSF indique qu'elle compte près de 5000 membres. Et justement... ah non, j'allais dire une bêtise. Mais je vais la dire quand même. Parce qu'il existe aussi la Linux Foundation. Linux Foundation est c'est un peu comme la FSF. Et il y a quelques années de ça, il y a eu un petit virage, et ça je vous raconterai ça dans une autre vidéo, avec la guerre entre Microsoft et Linux. C'est que Microsoft est devenu membre de la Linux Foundation. Alors après, il y en a certains qui ont vu le cheval de Troie arriver, comme quoi Microsoft s'introduisait dans quelque chose de libre pour pouvoir racheter derrière ou profiter des améliorations. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet. On en discutera dans une autre vidéo, ça. Alors je continue. Donc par exemple, donc je reviens à mon sujet de départ. Un programme informatique ou un logiciel propriétaire, donc soumis à copyright, est ce qu'on appelle le BIOS. Donc le BIOS, c'est ça. Le BIOS, c'est une puce qu'il y a sur les cartes mères. C'est pareil, je vous ferai une vidéo avec l'intérieur d'un ordinateur pour voir comment c'est. Et je vous dirai où est la puce du BIOS. Et donc la puce du BIOS, c'est ça. En fait, ce sont des réglages que vous pouvez modifier, qui sont sauvegardés dans l'ordinateur, de façon à l'améliorer ou l'adapter au matériel que vous avez, voire au système. Et justement, il y a quelques années de ça, Microsoft a introduit des changements, je ne veux pas dire amélioration, mais des changements, qui ont bien embêté justement les utilisateurs de Linux et ceux qui voulaient installer Linux sur leur ordinateur, parce que ça posait souci, mais comme d'habitude, les programmeurs ont fait ce qu'il fallait, et c'est passé comme une lettre à la poste. Donc ça, c'est un aperçu d'un BIOS propriétaire. Et donc la Free Software Foundation, aux dernières nouvelles, il y a certains BIOS qui sont libres, mais après ils ne sont pas installés sur toutes les machines. Il y a des machines dont les BIOS sont libres. Il y en a certains qui veulent des machines complètement libres, dont le matériel est libre. Parce que c'est pareil, les composants d'un ordinateur ne sont pas libres. Le microprocesseur de marque AMD ou Intel ou autre chose, ou d'autres marques, est sous copyright. La carte mère est sous copyright. Les lecteurs que vous pouvez avoir avant, parce que c'est vrai que maintenant il y a des ordinateurs sans lecteur CD, DVD ou Blu-ray qui sont sous copyright. Vous avez le format, donc la puce du son, parce qu'avant c'est des cartes, maintenant c'est des puces, c'est sous copyright. La carte réseau ou la prise réseau c'est sous copyright. L'affichage c'est sous copyright. Enfin bon, tout est sous copyright. Voilà. Et donc là en gros, je fais une petite digression. C'est ce qui se passe quand vous démarrez votre ordinateur. La première chose que vous voyez avec l'écran de la marque, Asus, Acer, etc. HP, la première chose que vous voyez, c'est l'écran du BIOS. Si vous tapez une certaine touche, vous pouvez avoir accès au BIOS, ou certains menus au démarrage, qui vous permettent de faire des choses. Après, ils vont lire le disque dur, parce que le système d'exploitation est installé sur le disque dur. ils vont lire les premiers secteurs du disque dur. Après, ils vont lire ce qu'on appelle le chargement de démarrage. Ils appellent ça le bootloader. En fait, c'est ça qui va permettre de dire à l'ordinateur de démarrer sur ce système-là. Et après, c'est le système d'exploitation qui se lance. Donc, on appelle ça l'operating system. Windows, macOS, Android, etc. Ah oui, petite digression encore, il faut savoir que les téléphones qu'on a, modernes, intelligents, entre guillemets, parce que c'est pas intelligent du tout, donc les téléphones sont des vrais ordinateurs, c'est la même chose.
Dedans, il y a un microprocesseur, de la mémoire, du stockage, de l'affichage, du son, etc., etc. Voilà. Voilà. Donc je ferme ma digression. Voilà. Donc en gros, pour vous lire vite fait le rôle du BIOS, le BIOS fournit un ensemble de services permettant de faire le plus possible d'abstraction de la couche matérielle. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une carte mère sans rien derrière. Je vais dire oui et non, bref, avec le minimum syndical pour que ça démarre, quoi, en gros. Ces services sont utilisés par le système d'exploitation et sont accessibles via certaines zones mémoire. Enfin bon, ça voilà. Il faut savoir quand même, je fais encore une petite parenthèse avant de passer à la suite, c'est qu'en fait, les informations du BIOS sont sauvegardées donc dans le BIOS grâce à la pile qu'il y a dans l'ordinateur. Dans les smartphones, il n'y a pas besoin vu qu'il y a une batterie. Mais bon, quoique normalement, si on enlève la batterie, les informations sont perdues. Oui, les informations sont perdues. Il revient à l'état d'origine, voire même à la date et l'heure. Et donc les principales informations, justement, sauvegardées par la pile, sont la date et l'heure. Donc si vous avez un appareil dont la date et l'heure ne restent pas, ça veut dire que la pile est à changer. Voilà. Je continue. Donc là on passe à la licence la licence publique générale GNU. Donc c'est de ça qu'est issue la Free Software Foundation. La licence publique générale GNU, ou Generic General Public License, son seul nom officiel en anglais, est une licence qui fixe les conditions légales de distribution d'un logiciel libre du projet GNU. Richard Stallman, président et fondateur de la Free Software Foundation, en est l'auteur. Sa dernière version est la GNU GPL version 3, publiée le 29 juin 2007 avec le concours juridique d'Eben. Voilà. Cette licence a depuis été adoptée en tant que document définissant le mode d'utilisation, dont usage et diffusion pour de nombreux auteurs de logiciels libres en dehors des projets GNU. Et c'est très malin d'avoir fait ça, parce que justement, ça contre officiellement le copyright. Et c'est très très bien. Ça permet d'avoir une forme juridique. Si par exemple, il y a quelqu'un qui dit à un programmeur qu'il a violé telle loi ou qu'il a fait quelque chose, nanana, le programmeur, s'il a été malin avant, il a mis son logiciel sous licence sur la GNU GPL, qui répond à des conditions, et comme ça, la personne qui l'accuse, il ne peut rien faire. Voilà. Donc je vous rassure, Windows n'est pas sous cette licence-là, macOS non plus, etc., etc. Et donc on reprend l'esprit objectif, c'est la même chose que tout à l'heure, qui reprend les 4 libertés. L'objectif de la licence GNU GPL, selon ses créateurs, est de garantir à l'utilisateur les droits suivants, appelés libertés, sur un programme informatique. La liberté 0, la liberté d'exécuter le logiciel pour n'importe quel usage. C'est pour ça que par exemple, quand vous téléchargez une distribution Linux, vous pouvez la télécharger parce que dedans, c'est que du logiciel libre. Voilà. S'il y avait une partie copyrightée, vous ne pourriez pas la télécharger. Vous ne pourriez pas la mettre sur une clé ou sur un CD. Enfin, maintenant, avant c'était CD, maintenant c'est clé. Et vous ne pourriez pas l'installer en toute quiétude. La liberté 1, la liberté d'étudier le fonctionnement d'un programme et d'adapter à ses besoins, ce qui passe par l'accès au code source. Donc ça, par contre, il y a quand même une condition, c'est que un logiciel libre qui est modifié, pour être repris et modifié, etc., la condition qu'il y a, c'est qu'il faut que la licence soit fournie avec, évidemment, la GNU GPL, et il faut que les auteurs d'origine soient mentionnés. Mais il est légal, suivant la GNU GPL, de prendre un logiciel libre, de le modifier, de changer son nom, et de dire que c'est moi qui l'ai créé, par exemple. Mais bien sûr, je dirais que c'est un logiciel libre et que ça a été créé à la base par quelqu'un d'autre. Liberté 2, la liberté de redistribuer des copies. La liberté 3, la liberté de faire bénéficier la communauté des versions modifiées. Pour la première liberté, cela exclut donc toute limitation d'utilisation d'un programme par rapport à l'architecture, notamment le processeur, les systèmes d'exploitation et l'utilisation qui va être faite. Oui, parce que par exemple, ça reprend, pour faire une similitude, on va dire, banale, de la vie courante, on va pas attaquer un constructeur de voiture parce que vous avez roulé 200 en ville, quoi. En gros, c'est ça.
Donc là, par exemple, ils vont pas attaquer un programmeur de logiciel libre qui permet, je sais pas moi, de graver des CD ou d'encoder des DVD en vidéo. Voilà, le principe il est là. On va pas accuser le créateur, quoi. La quatrième liberté passe par un choix, le deuxième autorisant de modifier un programme. Il n'est pas tenu de publier une version modifiée tant qu'elle est pour son usage personnel. Oui, parce que si c'est pour son usage personnel, il n'y a pas de problème. Par contre, si c'est dit à diffusion, oui. En revanche, en cas de distribution, voilà, d'une version modifiée, la quatrième liberté admet l'obligation à ce que les modifications soient retournées à la communauté sous la même licence. Voilà, c'est une obligation morale. Voilà. Donc évidemment, encore une fois, il faut être capable de le faire. C'est pas mon cas, mais c'est pas grave. Moi, j'utilise et j'en suis très content. Et donc tout ça, avec l'histoire de Richard Stallman, ça a créé un mouvement du logiciel libre, qui est un mouvement politique, social, dont la démarche vise à proposer des logiciels exempts de secrets industriels, sur lesquels la libre circulation du code source est garantie. Et ça c'est très important, parce que, et ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo, ce qui m'a marqué, moi, dans mes 30 ans d'informatique, c'est les révélations d'Edward Snowden, en 2010 je crois, ou peut-être avant, je ne me rappelle plus. Mais que par exemple, et ça j'ai encore rigolé tout à l'heure parce que je viens de voir que chez Sciences Po ou je ne sais plus qui, il y a même l'éducation nationale, ils viennent de signer un gros contrat avec Microsoft pour déployer sa suite bureautique dans les écoles, enfin super, voilà. Et donc en fait, pour revenir à Edward Snowden, j'ai été très surpris d'apprendre que, déjà j'étais déjà au courant qu'on utilise 90% pour tout ce qui est copyrighté évidemment de logiciels américains, que ce soit Windows, Microsoft Office, les logiciels d'Oracle, d'Apple, Google, etc. C'est que de l'américain quasiment. Et donc là, avec ça, donc avec les révélations d'Edward Snowden, lui il a révélé que en fait tout ce qui était Windows, macOS, Android et compagnie, et Oracle, il y avait dans tous ces logiciels, tous ces systèmes d'exploitation, des portes dérobées du gouvernement américain et de la NSA en particulier. Ça existe aussi, ce genre de portes dérobées, pour Facebook, pour WhatsApp, pour Instagram. Alors il y a une polémique depuis quelque temps avec Telegram, parce qu'il y en a pas une avec Signal, etc. D'ailleurs, je vous ferai aussi, il faut que je fasse quelques recherches par rapport aux messageries, ce qu'on appelle instantanées. Donc Signal, Telegram, WhatsApp, etc. Pour savoir lesquels sont libres, lesquels ne le sont pas. Voilà. Et donc en fait, donc il faut savoir que quand par exemple vous avez un ordinateur sous Windows, il faut savoir que Microsoft est au courant de tout ce que vous faites. Voilà. La grande différence entre Microsoft, Windows, et par exemple une distribution Linux, c'est que c'est l'accès au code source. Et que justement, à l'époque où Snowden a fait ses révélations, il y en a qui ont effectivement, donc des gens qui savaient lire le code, bien sûr, des programmeurs, ont cherché des portes dérobées, dans les logiciels libres, les distributions Linux, etc. Et comme vous vous en doutez, ils n'en ont pas trouvé. Voilà. Alors, philosophie. Selon Richard Stallman, l'initiateur de ce mouvement, les éditeurs de logiciels cherchent à diviser et à conquérir les utilisateurs en forçant chacun à accepter de ne pas partager avec les autres. Oui, déjà ça, et en plus, vous comme moi, donc évidemment sous Linux il n'y a pas ce genre de truc, mais quand vous installez un logiciel sous Windows, ou autre chose, ou Mac, ou etc., vous avez toujours les conditions d'utilisation. Hein, qu'on ne lit pas, mais qu'on fait oui, et puis voilà, on fait suivre. Mais des fois, c'est intéressant de les lire. Bon, il faut déjà comprendre ce qui est écrit. Donc voilà, le mouvement du logiciel libre doit au contraire favoriser la solidarité et la coopération entre les personnes qui utilisent des ordinateurs. En pratique, cela implique de rejeter les logiciels propriétaires, mais il faut pouvoir le faire, qui imposent de telles restrictions et de promouvoir les logiciels libres, dans le but ultime de libérer tout le monde dans le cyberespace. Stallman affirme que le mouvement du logiciel libre favorisera plutôt
qui n'entravera la progression de la technologie. Cela permettra d'éviter de perdre beaucoup d'énergie à faire de la programmation système en double et qu'on pourra rediriger ses efforts vers le progrès méthodologique. Effectivement. Et comme en plus on est de plus en plus dépendant de la technologie, qui elle est dépendante de la source lumière, électricité, là, hein, voilà. S'il n'y a plus d'électricité, on est un peu dans la mouise. Les membres du mouvement du logiciel libre estiment que tous les utilisateurs du logiciel devraient avoir les libertés énumérées dans la définition du logiciel libre, ainsi que la liberté de former une communauté. Et ça, les communautés, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Parce que justement, l'esprit ne s'arrête pas qu'à l'informatique, comme vous avez dû le voir tout à l'heure. Vous devez avoir la liberté de vous aider vous-même en modifiant le code source, mais bon, faut pour le faire, pour faire ce que vous avez à faire, quelle que soit la tâche. La liberté d'aider votre voisin en redistribuant des copies des programmes à d'autres personnes, ainsi la liberté d'aider à construire votre communauté en publiant des versions améliorées afin que d'autres personnes puissent en bénéficier. Donc ça concerne l'informatique, mais dans la culture, hacker, logiciel libre, etc., ça concerne tout, c'est-à-dire la culture, le bien-être, le social, etc., etc. Le mouvement du logiciel libre est souvent qualifié d'anarchiste, bien sûr, évidemment, en effet par son attachement aux libertés individuelles et collectives, par la pratique de la coopération et par le rejet de la propriété privée capitaliste. Ces principes rejoignent ceux du mouvement libertaire. Mais bien sûr. On continue. Et donc, le logiciel libre. Donc, il existe différentes formes de logiciel libre. Et d'ailleurs, il y a une polémique entre guillemets entre les logiciels libres et les logiciels open source. Alors, nous avons déjà les logiciels libres sont souvent confondus à tort, donc j'en lis pas le début parce que ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Si je vais quand même lire ça. Donc ces droits... un logiciel libre est un logiciel dont l'utilisation, l'étude, la modification et la duplication par autrui en vue de sa diffusion sont permises techniquement et juridiquement. Le but est de garantir certaines libertés induites dans le contrôle du programme par l'utilisateur et la possibilité de partage entre individus. Ces droits peuvent être simplement disponibles, cas du domaine public, ou bien établis par une licence dite libre, parce qu'il fallait une licence pour pouvoir faire ça. S'il n'y avait pas eu de licence, ils n'auraient pas pu faire tout ce qu'ils ont fait. Basé sur le droit d'auteur, parce que en mettant une licence GNU-GPL, ils ont créé un droit d'auteur en contrant le copyright justement. Les licences copyleft garantissent le maintien de ces droits aux utilisateurs, même pour les travaux dérivés. Les logiciels libres constituent une alternative à ceux qui ne le sont pas, qualifiés de propriétaires ou de privateurs. Ces derniers sont alors considérés par une partie de la communauté des logiciels libres comme étant un instrument d'un pouvoir injuste en permettant aux développeurs de contrôler l'utilisateur. Effectivement. Et je vous ferai aussi une vidéo sur les déboires entre guillemets de Windows 11 et les turpitudes de Microsoft qui fait des mises à jour en veux-tu, voilà, qui résout des bugs et puis en rajoute d'autres, qui supprime des logiciels sans demander l'avis de l'utilisateur, etc., etc. Alors, le logiciel libre est souvent confondu à tort avec les gratuiciels, donc on appelle ça les freeware. Donc c'est toujours d'actualité. En fait, un gratuiciel, ils appellent ça comme ça parce que oui, c'est vrai qu'il faut parler français. Hein. Un gratuiciel est un logiciel gratuit propriétaire, donc là on n'a pas accès au code source, alors qu'un logiciel libre se définit par les libertés accordées à l'utilisateur. Si la nature du logiciel libre facilite et encourage son partage, ce qui tend à le rendre gratuit, elle ne s'oppose pas pour autant à sa rentabilité, principalement via des services associés. En fait, il y en a beaucoup qui se sont demandé comment que les gens du logiciel libre gagnaient de l'argent. Eh bien tout simplement avec le support, l'installation et le support. Voilà. Et petite remarque en passant, je fais encore une petite digression, c'est que en anglais, logiciel libre se dit free software. Mais le problème qu'il y a, c'est que software, c'est le logiciel, mais en français, on traduit fruit, le mot free, FR2E, de deux façons, libre ou gratuit. Alors qu'un logiciel libre est forcément libre, de par son nom, mais il n'est pas forcément gratuit. Normalement oui, mais bon voilà. Alors d'un autre côté, les logiciels gratuits ne sont pas nécessairement libres car leur code source n'est pas systématiquement accessible et leur licence ne peut pas correspondre à la définition du logiciel libre. Effectivement, par exemple, il y a un logiciel que j'aime bien sous Windows parce que il me permet de faire plein de choses.
parce que je trouve que je suis limité sous Windows, qui s'appelle QDIR. QDIR est un freeware et qui permet dans une seule fenêtre d'avoir plusieurs vues. Je vous montrerai ce que ça donne plus tard, quand on arrivera à cette étape-là. Mais donc ce logiciel-là est gratuit, mais il n'est pas libre. L'open source, le logiciel libre, selon son initiateur, est un mouvement social qui repose sur les principes de liberté, égalité, fraternité. L'open source, quant à lui, décrit pour la première fois dans la cathédrale de Le Bazar, s'attache aux avantages d'une méthode de développement au travers de la réunion du code source. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, je fais une petite digression, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo, c'est que Microsoft a fait la guerre pendant des années à Linux, parce que justement, ils voyaient que ça commençait à prendre de l'ampleur, mais c'est une image pas trop reluisante que je vais faire, mais vous allez comprendre le sens. Linux peut être considéré comme un virus en fait. Linux est le virus de Microsoft, de Windows principalement, parce qu'il est sur PC, mais bon, il peut très bien être installé sous un Mac, sous Android. De toute façon, Android est déjà basé sous Linux, etc., etc., etc. Il est basé dans les box, il est partout. Mais Linux est considéré comme le virus de Microsoft parce que déjà Linux peut s'installer n'importe où. Vous prenez un ordinateur classique, il peut s'installer sur le disque dur, vous pouvez l'installer sur une carte SD, vous pouvez l'installer sur une clé USB, ça lui pose aucun problème. Vous pouvez l'installer à côté de Windows, alors que Windows, lui, ne voit que Windows. Si par exemple vous avez un Linux sur un disque dur et que vous voulez mettre un Windows, bon bah déjà il faut faire de la place pour le Windows, mais le Windows va prendre la place quoi, en gros. C'est surtout au niveau de ce qu'on appelait tout à l'heure ce qu'on appelle le bootloader. Et Windows ne verra pas Linux, par contre Linux verra lui et verra Windows. Bref. Et donc en gros, ce que je voulais dire, c'est que Microsoft a essayé d'arrêter le développement de Linux. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le développement de Linux est communautaire. C'est-à-dire que, et là je vais y venir dans pas longtemps, c'est que Richard Stallman, il n'est pas tout seul. Il a créé la philosophie, il a créé la Free Software Foundation, mais il n'est pas tout seul. Il a créé des logiciels, lui, mais il y a des logiciels qui ont été créés par des communautés. Et là, bon bah j'abandonne l'open source, et là on va y arriver avec Linux. Linux a été créé par une personne. En fait, ce qui manquait à Stallman pour avoir un système d'exploitation utilisable, je veux dire complet, c'est un noyau. Et un noyau, en fait, c'est le programme informatique qui fait le lien entre le matériel et le logiciel. Par exemple, je reprends la définition de quand vous appuyez sur la touche de votre clavier pour que après la lettre ou le caractère s'affiche sur votre écran, et il se passe beaucoup de choses. C'est le noyau qui gère ça. Et donc en fait, le noyau a été créé par un Finlandais qui alors naissance de Linux. Donc Linux est basé sur Unix, Minix et GNU. Bon bah ça je passe, hein, ce sont des ancêtres de l'informatique. Ça nous intéresse pas trop là. En fait Unix est un système d'exploitation qui date des années 70. Voilà. Et donc Linux Torvald en 1991 avait besoin alors attends, donc il était indisposé par la faible disponibilité du serveur informatique Unix de l'université d'Helsinki, entreprend le développement d'un noyau de système d'exploitation qui prend le nom de noyau Linux. Voilà, donc je vous passe les détails, c'est pareil, je vous mettrai des liens. En gros, ce qu'il a fait, c'est que il a fait son truc. Donc je reprends le deuxième le paragraphe suivant. Bien qu'il ait appelé son projet Linux en privé, Linus l'a d'abord appelé Frix en public car il trouvait Linux trop égocentrique. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est que il a voulu créer son propre noyau. Mais à un moment, il s'est trouvé coincé. C'est l'histoire officielle, moi je pense que c'est ça. Et ce qu'il y a, c'est qu'il a demandé de l'aide. Du coup, une communauté s'est créée autour de lui. Et ben, la communauté a grandi. Et en fait, ça a repris on va dire la philosophie du logiciel libre, parce qu'il a mis son projet sous licence libre. Et donc du coup,
Donc voilà, regardez. À l'origine, l'installation d'un système d'exploitation d'un système opérationnel GNU Linux nécessitait des connaissances solides en informatique et obligé à trouver et installer le site un à un. C'est vrai que j'ai connu ça. Rapidement, des ensembles de logiciels formant un système complet prêt à l'usage ont été disponibles. Ce sont les premières distributions Linux. J'y reviendrai dans une autre vidéo. On peut citer par ordre chronologique deux disquettes, nanana, tac, 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 oui, tac, alors attends, tac, tac, tac. Donc toujours philosophie du projet, hein, philosophie du projet, esprit à cœur et logiciel libre. Voilà. Et tout ça a été fait grâce à Internet. Il n'y aurait pas eu Internet, eh ben, on n'en serait pas au niveau logiciel libre où on en est actuellement. Est-ce que j'ai un autre onglet à vous faire voir? Non, je suis revenu au début. Donc voilà. Et donc il faut savoir que avec tout ça, des distributions Linux se sont créées permettant aux utilisateurs lambda, je ne veux pas dire comme moi, parce que bon, maintenant je suis pas un utilisateur lambda, mais d'utiliser Linux sans se préoccuper du pourquoi du comment en gros. Il faut juste savoir que Linux est un système sécurisé à la base et que sécurisé, pas de virus ou très peu, où les seuls qu'il y a ont été arrêtés parce que c'était principalement ce qu'on appelle des chevaux de Troie. Et croire que Linux est difficile à installer pour quelqu'un qui n'y connaît rien, oui, je suis d'accord. Mais il existe justement des communautés, ça reste toujours dans l'esprit, des communautés, ce qu'on appelle ça des gueules, et je vous ferai une vidéo exprès pour ça. Donc voilà, donc j'espère que je n'ai pas été trop confus. 40 minutes de vidéo, c'est ma première 40 minutes. Je ferai peut-être plus long après ou pas, on verra bien. Donc voilà. Bon, je vous mets les liens en dessous de la vidéo. J'ai fait quelques modifications au niveau de la propos sur YouTube et TikTok au niveau de mes liens. Je vous ai rajouté donc pour ceux qui sont sur YouTube ma chaîne sur TikTok si vous préférez TikTok, et aussi les liens pour ma cagnotte si vous voulez m'aider. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit, quelle que soit l'heure à laquelle vous écoutez ou vous regardez cette vidéo. A bientôt.